Bah, dans le domaine politique en France, le manichéisme, c'est la conséquence aussi de notre thème de scrutin électoral. C'est-à-dire, vous avez l'élection présidentielle. Bon, il y en a un qui gagne et les autres meurent. Mais c'est la même chose aux législatives. Au deuxième tour, vous en avez un qui gagne et tous les autres meurent. Donc c'est une sorte de guerre. C'est pas, si vous avez un scrutin proportionnel, vous avez 20%, vous avez 20% des députés, vous avez 30%, vous avez 30% des députés, on ne meurt pas. Hein. Mais là, c'est une lutte à mort. Il y en a un qui est élu, l'autre meurt. Donc c'est une guerre. Or, à la guerre, vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous imaginez pas, pendant la guerre, vous chargez baïonnette au canon l'ennemi, et puis vous dites « oui, mais il n'a pas tout à fait tort, il y a des choses justes dans ce qu'il dit. Puis moi, quand même, j'ai aussi fait des fautes. » Ben non, c'est pas possible. Dans ce cas-là, vous n'allez pas recevoir un coup de baïonnette dans le bide en vous posant des questions comme ça. Donc c'est l'adversaire est un salaud, l'adversaire est un chien, l'adversaire est horrible. Moi, je représente la vérité totale à moi tout seul. Voilà, c'est la logique de nos institutions. La logique, c'est que la politique est vécue comme une sorte de guerre froide, et du même coup, la vérité n'est plus possible. Le mensonge est nécessaire. Non, je dis que c'est un élément qui radicalise ce manichéisme, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce qu'on vit le débat politique, encore une fois, comme une guerre entre des bons et des méchants, ou est-ce qu'on le vit comme une confrontation entre des sensibilités qui, d'ailleurs, peuvent éventuellement se compléter et peuvent concourir les unes aux autres à l'expression de la démocratie? C'est vraiment deux conceptions. Mais de toute façon, le manichéisme, il est même en dehors de la politique. Regardez ce qui se passe dans les journaux en matière de politique étrangère. Je vais vous donner un exemple sur la Syrie. Sur la Syrie. Vous avez un dictateur épouvantable au pouvoir. Horrible. Du même coup, les rebelles, c'était des saints, puisque ça doit être clair, les méchants et les bons. Oui, et tout à coup, on s'est aperçu que les rebelles étaient encore pires que le salopard au pouvoir. Ah oui, mais ça, les journaux, ils ont mis un temps fou pour l'admettre, parce que c'était pas possible mentalement pour eux. Face à un méchant, il ne peut y avoir que des bons. Face au diable, il ne peut y avoir que des anges. Ben non, quelquefois, face au diable, il y a encore plus diable que lui. Et ben c'est ce qui s'est passé là. Et ça, c'est la conséquence de cette vision en noir et blanc qu'on appelle le manichéisme. Peut-être il y a une raison, c'est que ce qui a structuré la vie intellectuelle et politique, très longtemps, c'était l'Est-Ouest, l'Union soviétique et la démocratie. Et quand l'Union soviétique s'est effondrée, tout à coup, il y a des gens qui étaient perdus. Avant, il y a le bien, le mal, bon, ils étaient perdus. Et donc, il fallait absolument, pour s'y retrouver, pour se restructurer mentalement, il fallait absolument, à toute occasion, retrouver un camp du bien, un camp du mal, un camp du bien, un camp du mal. Et encore une fois, très souvent, c'est plus compliqué que ça. Regardez vous me parliez des Kosovos. Au Kosovo, on nous a expliqué dans les journaux que les Serbes étaient d'ignobles salopards qui commettaient des crimes de guerre. Ils ont commis des crimes de guerre. Mais ce n'est que récemment qu'on s'aperçoit que les Kosovars ont commis également des crimes de guerre, mais on ne le disait pas à l'époque parce que c'était les bons, donc ils ne pouvaient pas commettre des crimes puisque c'était les bons. Alors, à propos de Mozart, parce que ce livre sur la lettre M, c'est-à-dire, je veux montrer qu'à partir d'une seule lettre... Vous savez que Georges Perec, un écrivain, avait écrit un livre pour montrer qu'on peut retirer une lettre de l'alphabet. Hein? Et laquelle? Le E. Et le E. Et moi, c'est l'inverse. Je montre qu'à partir d'une seule lettre, on peut absolument tout dire et absolument tout oser dire. Et je l'ai fait sur une seule lettre. Mais ça doit prendre place, peu à peu, plus tard, dans un projet que j'ai depuis 35 ans, qui est une contre-encyclopédie. Pourquoi contre-encyclopédie? Parce qu'une encyclopédie, c'est vachement sérieux. C'est corseté, ça a un nœud papillon ou une cravate, enfin bon. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est la marade, la déconnade, la rigolade, la chanson, l'opérette, la philosophie, l'histoire. Et c'est
oser dire des choses, oser ce quoi. Pourquoi je donne ça? Parce que l'exemple de Mozart me vient, que vous l'évoquez. Mozart, à la fin de sa vie, a écrit un opéra, on lui a commandé un opéra. On dit, il a besoin d'argent quand même, donc on lui commande un opéra. Il dit, écrivez-nous un opéra un peu à l'ancienne. Hein. Puis il était pressé, d'ailleurs c'est le dernier qu'il ait fait, donc il écrit un opéra à l'ancienne qui s'appelle La Clémence de Titus. Mais c'est très chiant. C'est un opéra extrêmement chiant. Mais vous ne pouvez pas le dire parce que c'est Mozart. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire que Mozart a écrit un opéra chiant. C'est interdit. Vous devez vous mettre à genoux. En plus, comme c'est très chiant, tous les intellectuels de gauche d'avant-garde considèrent que c'est naturellement le chef-d'œuvre, puisque c'est chiant. C'est forcément un chef-d'œuvre. Bon. Ben, dans une encyclopédie, vous ne pouvez pas dire que Mozart a fait un opéra chiant. Moi, dans ma contre-encyclopédie, je le dis, je veux dire, ou que Baudelaire a écrit des vers épouvantables. Il a aussi écrit des chefs-d'œuvre, mais des vers épouvantables. D'une façon générale, j'essaye de montrer que, alors je le fais à partir de M aussi, que vraiment, essayer de pouvoir oser dire, de se libérer de cette espèce de chape de plomb qui fait que voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut dire. Ah non, ça c'est respectable, faut se mettre à genoux. Ben non, c'est plus... et également déconner. La vie, on déconne dans la vie. On peut philosopher et déconner.